La parole est maintenant Monsieur Gilles Lurton, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a été rejetée la semaine dernière par la Commission des affaires sociales à l'issue d'un débat animé, voire parfois houleux, dont il s'est avéré impossible de faire émerger un consensus à mon grand regret. Quel contraste avec les débats qui ont eu lieu au Sénat et qui ont permis une collaboration fructueuse entre les groupes UMP et PS sur la prise en charge des enfants confiés par le juge au service de l'aide sociale à l'enfance. Quel contraste aussi entre le discours tenu ici même à l'Assemblée nationale et la réalité quotidienne du terrain vécue principalement par les conseils généraux. N'est-ce pas le président de la République lui-même qui, le 22 octobre 2012, a exprimé à Claudie Le Breton sa bienveillance sur ce sujet? Cette réalité quotidienne, le Sénat en a pleinement pris conscience avec son immense majorité en déposant, à l'initiative de Christophe Béchu et Catherine Deroche, une proposition qui a ensuite été modifiée en commission de telle sorte qu'elle reprenne in fine les dispositions d'une proposition de loi socialiste déposée par le sénateur Yves Daudigny. Cette prise de conscience, Madame la Ministre, repose sur un principe. Les allocations familiales, et c'est bien leur objet, doivent permettre de subvenir aux besoins des enfants pour qui elles sont versées et elles ne sauraient avoir d'autre vocation. C'est le sens même de l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale que je veux citer. Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelque conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Et quand le juge décide d'un acte aussi fort que celui de retirer un enfant à sa famille pour le confier à l'aide sociale à l'enfance, c'est inévitablement qu'il existe un problème grave et que toutes les mesures sociales proposées en amont ont échoué. Il est donc essentiel de se poser la question du financement de la prise en charge de ces enfants. Cet aspect du problème ne peut pas être simplement balayé d'un revers de la main comme étant une préoccupation mesquine des conseils généraux alors que l'état de nos finances publiques est en permanence au cœur de nos débats. J'ai entendu dire qu'il s'agissait de sommes dérisoires et que le Sénat aurait légiféré sans connaître la réalité des chiffres. Je peux néanmoins répondre que d'après les données qui m'ont été transmises par la Caisse d'allocation familiale, il s'agirait au bas mot de 2,5 millions d'euros mensuels. Mais au-delà des chiffres, est-il normal d'accepter que ces sommes puissent être utilisées par des parents défaillants, même si ces derniers ne sont pas nécessairement maltraitants, à d'autres fins que le bien-être des enfants auxquels elles sont pourtant destinées? C'est bien là l'enjeu des débats que nous avons aujourd'hui et je regrette les caricatures qui en ont été faites. En taxant cette proposition de loi de texte moralisateur, culpabilisant et stigmatisant pour les familles, votre majorité, Madame la Ministre, va à l'encontre du principe du versement des allocations familiales au service de l'aide sociale à l'enfance, principe introduit dans le Code de la sécurité sociale par une loi de 1986 présentée à l'époque par le gouvernement de M. Laurent Fabius. Les auteurs de la proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui, Christophe Béchu et Catherine Deroche, ne sont donc pas à l'origine de cette disposition. Bien au contraire, ils ont cherché à revenir à l'esprit initial du texte pour lequel le maintien du versement des allocations familiales à la famille doit être une exception. Nier ce principe, c'est sous-estimer l'importance notamment symbolique que représente la décision de maintien ou de retrait prise par le juge. Cette décision intervient, je l'ai dit, dans un contexte conflictuel où l'enfant est considéré comme en danger et où le juge doit trouver les moyens d'imposer ses exigences à la famille en vue d'un retour le plus rapide possible au foyer à chaque fois que c'est possible. C'est là, mes chers collègues, l'intérêt supérieur de l'enfant, celui qui m'a guidé dans toute ma réflexion. Protéger l'enfant et rechercher toutes les conditions pour lui permettre un retour au foyer, ce doit rester notre objectif ultime.
Il n'est donc pas question, comme je l'ai entendu aussi, de punir les familles. Il est simplement question de trouver un juste équilibre entre un principe et une exception, entre juste allocation des ressources et préservation des liens familiaux dans l'intérêt de l'enfant. Je suis d'ailleurs convaincu que le maintien des liens matériels et affectifs entre la famille et l'enfant placé reste primordial. En cela, le maintien des allocations familiales pour les ménages souvent en situation de grande précarité peut contribuer au maintien de ces liens en permettant d'organiser un accueil temporaire, de participer à l'entretien de l'enfant, de garder tout simplement le budget familial à flot. C'est un fait incontestable. Est-il pour autant dans l'intérêt de l'enfant que dans la majorité des cas, 55% pour être précis, la part des allocations familiales qui lui sont destinées soit maintenue au bénéfice de la famille sans, la plupart du temps, aucun contrôle sur leur utilisation? Les juges le reconnaissent eux-mêmes. Si les allocations familiales constituent généralement un outil de négociation avec les familles lors du placement, la question de leur maintien ou de leur retrait n'est pas posée de façon systématique. La présidente de l'Association française des magistrats de l'enfance et de la famille estime que les juges s'intéressent rarement à la gestion concrète des sommes ainsi laissées à la famille et ordonnent très peu de mesures d'aide à la gestion du budget familial. Dans ce contexte, il est logique que les conseils généraux fassent valoir qu'ils pourraient, quant à eux, mettre à profit ces sommes pour des dépenses concrètes en faveur des enfants placés, à travers, par exemple, une revalorisation des frais d'habillement ou des loisirs alloués aux familles d'accueil. Il en est de même pour l'allocation de rentrée scolaire, dont je rappelle qu'elle est aujourd'hui systématiquement versée aux familles, sauf dans une minorité de cas où les caisses d'allocation familiale, alertées par les services de l'aide sociale à l'enfance de l'absence de tout lien affectif ou matériel entre les parents et l'enfant, en suspendent le versement. Cela représente aujourd'hui à peine une économie avoisinant tout juste les 45 000 € annuels. Il m'apparaît dès lors nécessaire de rétablir un équilibre qui, aujourd'hui, n'est plus assuré. C'est vers cet équilibre que je me suis efforcé de parvenir en soumettant à la Commission des propositions susceptibles d'aboutir à un texte juste et opérationnel. Pour parvenir à cet objectif, j'ai souhaité apporter à la proposition de loi issue du Sénat quelques modifications. D'une part, sur l'automaticité de la réduction à 35% maximum de la part des allocations familiales versées à la famille au-delà des 3 premiers mois de placement et de la même automaticité du versement à l'aide sociale à l'enfance de l'allocation de rentrée scolaire. Et d'autre part, sur l'impossibilité pour le juge de maintenir l'intégralité des allocations familiales, y compris pendant la première période d'observation de 3 mois prévue sur amendement du sénateur Yves Deligny. Le texte repose en outre, s'agissant des allocations familiales, sur un mécanisme complexe et potentiellement coûteux à mettre en œuvre, que ce soit pour l'administration de la justice ou pour les caisses d'allocations familiales. C'est ce qui m'a conduit à proposer à la Commission des affaires sociales un certain nombre d'amendements susceptibles d'aboutir à un texte acceptable par tous. Tout d'abord, pour ce qui concerne les allocations familiales, je propose de fixer à 6 mois la période d'observation de manière à ce que la fin de celle-ci coïncide avec une audience déjà programmée par le juge, et ensuite de permettre le maintien total ou la suppression complète des allocations familiales à la famille pendant ces 6 premiers mois. Enfin, de prévoir un réexamen de situation à 6 mois et la possibilité pour le juge soit de maintenir, soit de supprimer les allocations à la famille, ou encore, troisième solution, de décider de répartir ces allocations entre la famille et le service d'aide sociale à l'enfance sur la base d'un taux fixe. J'avais proposé en commission de conserver le ratio initialement introduit par le Sénat de 35% pour la famille, 65% pour l'aide sociale à l'enfance, tout en étant ouvert sur la détermination d'un ou plusieurs autres taux. Je proposerai dorénavant par voie d'amendement que cette question soit tranchée par décret.
Quant à l'allocation de rentrée scolaire, il m'a semblé plus logique de revenir à l'esprit de la proposition initiale, de la proposition de loi initiale de M. Béchu et Mme Deroche, qui renvoyait, comme pour les allocations familiales, à une décision du juge. L'automaticité d'un versement à l'ASE ne semble pas non plus se justifier dans la mesure où elle ne permet pas de tenir compte de l'implication de la famille dans le maintien des liens avec l'enfant. Ces amendements ont cependant tous été rejetés en commission en raison essentiellement de l'opposition de la majorité au texte qui nous était initialement soumis. J'ai pourtant entendu, et ce pas plus tard qu'hier lors de l'audition d'ATD Quart Monde, estimer qu'il serait utile dans certains cas de permettre aux juges de moduler la part des allocations familiales revenant à la famille et de répartir les sommes en question entre elles et l'aide sociale à l'enfance. J'ai relu ce matin même l'avis de la défenseure des enfants qui considère qu'il serait opportun de rappeler la possibilité pour le juge d'assortir sa décision concernant le versement des allocations familiales aux parents d'une mesure d'aide à la gestion du budget familial, mesure éducative insuffisamment prononcée à l'heure actuelle et pourtant prévue par l'article 375-9.1 du Code civil. Comme à chaque fois que vous ne voulez pas adopter un texte venant de l'opposition, votre majorité propose de le renvoyer à un texte ultérieur. Cela a encore été le cas récemment, lors de l'examen de la proposition de loi sur l'autorité parentale, au cours duquel, sur un amendement déposé par ma collègue Marie-Christine Dalloz, Madame Chapdelaine, tout en reconnaissant la réalité du problème, le renvoyait à l'examen de cette proposition. Je serai pour ma part cohérent avec la position que j'ai défendue en commission et défendrai de nouveau devant vous, Madame la Ministre, mes chers collègues, la plupart des amendements précédemment déposés, sous réserve de quelques améliorations résultant des remarques émises par mes collègues lors du débat en commission. En conclusion, je voudrais rappeler que le texte qui nous est soumis aujourd'hui a été adopté à la quasi-unanimité du Sénat, Madame la Ministre, avec 329 voix pour, dont 123 du groupe socialiste, y compris la vôtre, Madame la Ministre, et seulement 16 voix contre. Ces chiffres relèvent d'un constat partagé. Les prestations familiales doivent permettre de subvenir aux besoins des enfants pour qui elles sont versées. Les objectifs sont la cohérence et l'équité. Le sujet n'est pas de donner aux départements quelques ressources complémentaires. Il n'est pas non plus de sanctionner. Il relève d'une meilleure justice sociale. Ces propos, ils ne sont pas de moi, mais de notre collègue sénateur socialiste, membre de la majorité gouvernementale, Yves Dedigny. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, vous avez souhaité répondre rapidement aux orateurs ? Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, je voudrais répondre à quelques-unes des objections, mais également des approbations qui ont été formulées. Tout d'abord, je voudrais dire à ma collègue Madame Dalloz, à Monsieur Habib et à Monsieur Mariani, qu'à travers leurs interventions, ils ont démontré que, au-delà de tout ce que nous avons pu entendre, il existe quand même, et c'est ce qu'a ressenti aussi le Sénat, j'imagine, il existe quand même un problème qui est réel dans le pays et sur lequel nous ne devons pas nous voiler la face. Pour Madame Buffet, qui n'est plus là, je crois, je voudrais lui dire qu'il ne s'agit pas de stigmatiser, je l'ai répété à plusieurs reprises dans mon intervention, surtout, alors là, ni de douter de la qualification des magistrats. Je connais trop ce métier pour des raisons personnelles, pour douter de leur qualification. Sur les 35%, je voudrais lui préciser que, justement, j'ai entendu ce que m'a dit la Commission à ce sujet, sur les 35% qui avaient été déposés par un amendement de M. Yves Dedigny au Sénat, 35% à la famille, 65% à l'aide sociale à l'enfance. J'ai entendu les observations de mes collègues et à par voie d'amendement que nous allons sans doute, malheureusement je crains que non, examiner d'ici quelques instants, j'aurais voulu proposer de renvoyer à un décret gouvernemental cette répartition, tout en sachant que pour ma part, j'étais extrêmement ouvert à toute autre répartition différente que celle proposée par le Sénat. Sur l'allocation de rentrée scolaire, il est bien évidemment
totalement exclu d'écarter le juge de cette décision. Le Sénat, d'ailleurs, dans la proposition initiale de Christophe Béchu, avait maintenu l'intervention du juge. C'est au cours de l'examen qu'elle a été supprimée. Nous proposons, dans la proposition de loi ici examinée, de réintroduire cette intervention du juge, évidemment. À Madame Clergeau, je voudrais la remercier d'abord d'avoir reconnu qu'il y avait eu un travail important de fait. Et c'est vrai que nous avons mené beaucoup d'auditions qui ont été extrêmement intéressantes et qui, je l'ai dit, m'ont beaucoup fait évoluer dans ma réflexion sur cette proposition de loi. Et je remarque que si effectivement, dans la plupart des auditions, pas toutes, l'Association des départements de France a eu une position différente, mais dans la plupart des auditions, les personnes auditionnées se sont exprimées un peu à l'encontre de cette proposition de loi. Ils ont tous reconnu, au terme de la discussion, qu'il y avait effectivement une difficulté, un problème majeur, et qu'un accompagnement, un renforcement de l'accompagnement des familles à qui on retirait les enfants pour les placer soit en famille d'accueil, soit sur tout autre système de placement, était plus que nécessaire, et que le juge se préoccupait rarement de savoir quel était le devenir des allocations familiales quand il prenait la décision de placement, mais était souvent confronté à une décision qu'il devait prendre dans l'urgence et qu'il ne prenait pas toujours en compte cette donnée. Voilà ce que je voulais vous dire. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup.